La littérature est reflet de notre vie en société. Couché noir sur blanc, nous sensibilise, nous apprend, nous conduit vers le droit chemin. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de toujours choisir Planet School TV pour apporter un petit plus à votre éducation. Vous suivez votre café littéraire, l'émission qui est intitulée L'auteur se livre, l'émission qui nous permet de faire la genèse de toutes ces œuvres littéraires. Alors, amoureux de lecture, installez-vous car nous ferons des courants littéraires notre plat de résistance en ce jour. Et pour ce nouveau numéro du Café littéraire, je reçois sur mon plateau un poète, dramaturge, auteur de plusieurs œuvres. On dira que c'est un auteur prolixe. Il appartient à ce siècle des écrivains ivoiriens prestigieux. Il est d'origine congolaise et il s'est installé en Côte d'Ivoire depuis pratiquement plus de 30 ans. Voilà. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons Monsieur Jean-Pierre Mukonji. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Et je suis ravi. Voilà, aujourd'hui nous allons discuter et nous allons permettre à toutes ces personnes qui nous suivent d'avoir d'autres informations en ce qui concerne votre œuvre. L'espoir est au sud. Voilà. Et sans transition aucune, nous partons rapidement et nous commençons avec la biographie de l'auteur. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Présentez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent, histoire de leur permettre d'avoir toutes les informations en ce qui vous concerne. Oui, il est vraiment difficile de se présenter. C'est mieux que l'auteur soit présenté par quelqu'un d'autre. Mais je vais essayer. C'est un exercice qui est difficile. Je suis Jean-Pierre Mukonji. Je suis né au centre de la RDC. Je peux dire que je suis né à l'époque du Congo belge. Je suis né en 1954, 6 ans avant l'indépendance. Donc je suis quelque part belge. Bon, donc je suis né au centre du pays, dans une ville qu'on appelle Louloabou, maintenant c'est Kananga. On a africanisé le nom de la ville, pour ne pas dire zaïanisé ou congolisé, bon, parce qu'on était congolais, on est devenu zaïrois, après on est redevenu congolais. Bon, c'est la danse de l'Afrique. Je fais des études primaires au Kassai, je fais le collège et le lycée à Kinshasa, j'ai fait l'école normale supérieure au Congo. Je suis allé continuer les études à l'université du Cameroun. Après, je suis venu ici en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé. J'ai passé je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 85, ça m'a fait 36 ans maintenant. Donc j'ai fini ma carrière enseignante ici. Et maintenant, je suis à la retraite. La retraite, c'est trop dit parce que je continue l'enseignement à travers les écrits. À travers les écrits, je suis à mon 30e roman qui vient de sortir cette année. D'accord. Et parlons, on est tout le temps encore dans cette catégorie de la biographie. Parlons progéniture. Voilà, monsieur Jean-Pierre Mukonji, c'est le papa de combien d'enfants et voilà. J'ai 3 enfants. Les premiers, bon, les enfants sont grands. Le premier travaille dans une banque ici en Côte d'Ivoire. La deuxième est mariée ici à Abidjan. Et le dernier, lui, il est en France. Il travaille en France. Donc, pour le moment, je suis seul avec ma femme à la maison. Les enfants sont partis. Est-ce qu'ils ont cette passion de la littérature? Non, malheureusement, peut-être que mes petits-enfants vont m'emboîter les pas. Malheureusement, tous mes enfants ne sont pas des littéraires. Le premier, lui, il est ingénieur en marketing. La fille, elle a fait les études infirmières.
Le dernier, celui qui est en France, lui, il est ingénieur en télécommunications. D'accord, ils sont carrément loin de... Oui, loin de la littérature. Mais je pense que parmi mes petits-enfants, il y aura un littéraire. On espère, Oui. on croit dur comme ça. Et vous, d'où vous vient cette passion de la littérature? La littérature, bon, je peux dire que c'est mon père qui m'a initié à la littérature. Il avait son certificat d'études primaires, mais à l'époque c'était des cadres supérieurs. C'était des auxiliaires des occidentaux, des colons. Chez nous, c'était des colons belges, comme on les appelait des flamands. Or, en Belgique, il y a les flamands, il y a les wallons, mais je ne sais pas pourquoi les Congolais appelaient les Belges des flamands. Peut-être que c'était des flamands qui étaient sur les terrains, qui parcouraient tous les villages. Donc, c'est mon père qui m'a appris à lire et à écrire plutôt. Et il me disait ceci, mais si tu étudies les jours où les Blancs vont, parce que c'était toujours la nostalgie des Blancs, les Blancs vont parcourir les villages, vous deviendrez le interprète. Bon, mais plus loin, quand je suis arrivé à Kinshasa pour faire le collège, je suis resté chez un oncle paternel, directeur d'un journal. Peut-être que c'est chez lui que j'ai été initié à la chose littéraire. Mais pour dire la vérité, c'est un don. Donc la littérature vient du cœur, vient de... Du cœur, parce que je me souviens, quand je parcourais même les villages, quand je voyais l'étendue de l'eau, tout ça, je sentais quelque chose en moi. D'accord. Mais je ne savais pas c'était quoi. Et aujourd'hui, je peux prendre une feuille, un stylo et faire un poème d'un trait. Sur le champ. Sur le champ, ce matin, je viens de faire un poème quand j'étais en route. D'accord. Oui. Et tout de suite. Et là, on parle de passion et nous, on parle de rubrique et on change de rubrique cette fois-ci. On parle résumé de l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on retient rapidement de l'œuvre quand on entend ce titre, L'espoir est au sud? Bon, l'espoir est au sud. Le sud, ce n'est pas le sud de la Côte d'Ivoire. Le sud, c'est l'hémisphère sud. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'Afrique. Quand je parle de l'espoir est au sud, je parle de l'espoir qui est en Afrique. Pourquoi il y a l'espoir en Afrique? C'est d'abord, nous avons une population très jeune. Contrairement au nord, qui est l'Occident, où il y a une population constituée de vieux, pour ne pas dire de vieillards. Ça, c'est d'abord notre premier espoir, la jeunesse de notre population. La population est très jeune. Deuxièmement, nous avons le sous-sol extrêmement riche. Je ne dis pas que c'est le sous-sol qui fait le développement d'un continent, mais ça participe au développement d'un continent. Parce que pour moi, la vraie richesse, c'est la richesse humaine. C'est-à-dire les hommes qui habitent ce continent-là. Ils sont la première richesse. Je prends toujours le cas du Japon. Ils n'ont pas de minéraux dans le sous-sol. Mais c'est un pays développé, riche, parce qu'ils ont un capital humain. Il y a des gens qui réfléchissent dans ces pays-là. Mais il faut tenir compte aussi des richesses minières. C'est pourquoi je parle de notre sous-sol qui est extrêmement riche. Le sol même est très riche. Nous avons une diversité extraordinaire comment je peux dire ça? De minéraux, de diamants. Non, je parle même du sol même, au niveau de la végétation. Nous avons des forêts. La forêt vierge, la deuxième forêt du monde, se trouve en Afrique. C'est la forêt équatorienne. Nous avons des terres arables. Il pleut en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, on peut, le même jour, quand on récolte d'un côté, on sème de l'autre. De la manière où il pleut constamment, alors, ça favorise l'agriculture. L'agriculture. Donc, voilà l'espoir. C'est l'espoir du monde. L'Afrique, c'est l'espoir du monde. Oui.
Et tout ce qu'on vient d'énumérer constitue ce grand espoir, raison pour laquelle on a ce titre qui est l'espoir au Sud. Et nous également, on a de l'espoir. Notre espoir est de comprendre cette œuvre et on poursuit. Et cette fois-ci, on part à l'analyse de l'œuvre. Et on débute avec l'espace. Quand on parle, quand on jette un coup d'œil au premier regard dans l'œuvre, l'espace, est-ce que c'est un espace fictif ou un espace imaginaire ou un espace réel? Bon, en tant qu'écrivain, je joue les jeux, c'est-à-dire j'utilise des espaces réels. Par exemple, quand je parle d'Abidjan, dans mon œuvre, c'est un espace réel. Quand je parle d'Azopé, c'est un espace réel. Mais il y a aussi des espaces fictifs. Parce que c'est un roman, c'est de la fiction. On peut partir d'un fait historique, d'un espace réel, pour créer une œuvre littéraire. Donc il y a des espaces réels, il y a des espaces aussi fictifs, imaginaires. Parce que c'est ça la magie de la créativité. Dans les deux cas, utiliser un espace réel ira à dire que ça rapproche en fait le lecteur de l'œuvre, et aussi utiliser un espace fictif peut éloigner le lecteur. Donc dans les deux cas, est-ce que vous avez pour le contre? Non, l'espace fictif n'éloigne pas le lecteur. Ça plonge le lecteur dans un autre espace qu'il n'a jamais vu, un espace imaginaire, et c'est très beau. Qu'on se retrouve par exemple dans un espace qu'on appelle, bon, j'ai utilisé des espaces ici, là où les enfants jouent au football. C'est un espace au village, c'est un espace fictif. On s'imagine les terrains de football au village, du sable, à côté il y a des arbres, il y a des herbes, tout ça c'est bon aussi. En parlant de cette description, nous, la question qu'on se pose est de savoir pourquoi vous avez opté ou vous êtes axé sur les détails. Parce que lors de la lecture, on remarque... Oui, ici il y a beaucoup de descriptions pour montrer la beauté de l'Afrique. Quand vous voyez par exemple, sur la 4e de couverture, vous voyez, je parle je fais des détails. Je parle par exemple des plaines splendides et attrayantes, avec des volcans actifs et éteints, entourant des lacs chauds et froids, poissonnés, tout ça. Rwenzori semblait frôler le ciel avec ses neiges sempiternelles, la forêt luxuriante, impénétrable. Tout ça, ça fait partie de la richesse de l'Afrique et de notre espoir. D'accord. Donc, dans ces livres, contrairement à mon premier roman, Michel Abiakame, où le témoignage d'une jeune Rwandaise, où il y avait la narration, ici plutôt, j'ai utilisé la description. Il faut décrire, il faut présenter l'Afrique, la beauté de l'Afrique, la richesse de l'Afrique. Tout ça, ça fait partie de notre espoir. Et donc, au niveau de l'espace, on poursuit et on parle d'Abidjan cette fois. On remarque lors de la lecture que vous êtes beaucoup penché sur Abidjan, vous avez reflété et rehaussé le niveau de la ville d'Abidjan. Voilà, la question qui en ressort, c'est de savoir c'est quoi la petite histoire entre vous et Abidjan. Et elle est aussi ma femme. Donc il y a eu, depuis 1985, j'ai découvert Abidjan. Je me suis dit que c'était ma ville. Et comme on ne peut pas montrer son village avec la main gauche, quand je pars d'Abidjan, je montre cette belle ville, cette ville attrayante, cette ville captivante, ensorcelante même, avec la main droite. Effectivement, parce qu'il y a des personnes qui viennent juste visiter, ils finissent par s'installer à Abidjan. Oui, chacun, je ne sais pas, Dieu a créé chaque personne pour vivre dans un espace. Mais ce n'est pas souvent l'espace natif. Enfin, c'est un espace qu'on découvre. Il y a des gens qui vont visiter une île et puis ils restent là-bas. Ils se disent, mais la première fois que je suis arrivé ici, j'étais captivé par la ville ou par l'île et je me suis installé. Et c'était la même chose avec moi. J'aime bien Abidjan. Raison pour laquelle vous êtes resté sur les détails. D'accord. Vous avez été captivé par Abidjan, vous vous êtes installé, ça fait pratiquement 36 ans. 36 ans, oui. 36 nous sommes captivés par les personnages
Et c'est l'une des parties de notre analyse de l'œuvre. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les différents personnages qui en ressortent dans l'œuvre, les personnages principaux et aussi les secondaires? Bon, je préfère parler de Mickey Nathan, oui, le personnage principal. D'abord, au moment de sa naissance, sa mère est décédée. Je voulais surtout faire ressortir des funérailles coûteuses, des dépenses inutiles, l'argent qu'on jette pendant les funérailles, alors que on pouvait utiliser cet argent quand la personne était malade ou quand la personne en avait besoin. Oui. Parce qu'on a remarqué que juste après les funérailles, personne n'a voulu prendre de Mickey. Il n'avait même plus la possibilité de s'en occuper. Non, non, c'est impossible. C'est-à-dire, dépensons pour les vivants. On respecte bien les morts, mais dépensons pour les vivants. Parce qu'eux, ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de notre aide. Il faut que l'Africain comprenne cela. D'accord. Et pourquoi, ça c'est une question, pourquoi vous n'avez pas permis à Nathan de mettre pied en Europe? Bon, si Nathan arrivait en Europe, je sais que même vous alliez dire, oh oui, s'il a pu réussir dans sa vie, s'il est retourné au village, il a pu réussir, c'est parce qu'il est arrivé en Europe, il a vu ce qui se passe en Europe. Et pourquoi maintenant il s'est démarqué des autres. Je ne voulais pas qu'il arrive en Europe. Pour dire qu'on peut ne pas arriver en Europe. On peut ne pas arriver dans une ville, par exemple la capitale Abidjan, rester au village et réussir. Parce que chaque personne a quelque chose en elle. Chaque personne. Donc je ne voulais pas que Mickey Nathan arrive en Europe. Je voulais qu'il s'arrête en route, qu'il revienne, qu'il prenne conscience de ce qui était en lui. Il a même frôlé la mort. Oui, pour rien. Alors qu'il pouvait rester dans son village, comme il l'a fait vers la fin, et réussir. À développer un business qui lui permet de s'enrichir finalement. Mais la plupart des riches en Afrique sont dans nos villages. Hein? Ceux qui ont des plantations de café, de cacao sont dans des villages. Ils sont dans des villages, ils ne sont pas en ville. En ville, un fonctionnaire, en ville, nous sommes des fonctionnaires pour la plupart. Un fonctionnaire, à quel salaire? Mais c'est plutôt des paysans, des éleveurs, des cultivateurs, tous ceux qui restent au village et qui développent. C'est-à-dire nous dépendons, nous les citadins, nous dépendons des paysans, nous dépendons de ceux qui sont restés au village. Si aujourd'hui ils ferment, ils refusent de nous envoyer ce qu'ils produisent là-bas, nous mourrons de faim. Effectivement. Et c'est d'eux qu'on reçoit cette nourriture quotidienne dans nos différents Donc, il faut faire partie de ceux qui sauvent, des sauveurs de la population, c'est-à-dire ceux qui sont au village, que de rester en ville pour qu'on parle. C'est-à-dire en ville, c'est pour paraître. Au village, c'est être. En ville, c'est paraître. D'accord. Il faut considérer ces personnes qui nous aident. Ce sont les sauveurs, vous l'avez dit. Oui, ce sont des sauveurs. Nous également, on va considérer les thèmes de votre roman. Quelles sont les méthodes d'écriture que vous avez utilisées? Quels sont les thèmes principaux que vous énumérez en fait? Le thème principal, c'est l'immigration clandestine. Je crois que c'est le thème principal du début à la fin, mais il y a des sous-thèmes. Par exemple, le problème des funérailles, la mauvaise, comme je peux dire, la mauvaise gestion même de nos pays par des hommes politiques, le chômage. Qui entraîne ce genre de situation. Chômage, il y a beaucoup de sous-thèmes. En moment, quelle est l'importance de l'œuvre pour ces élèves, ces étudiants, ces personnes qui suivent Planète Rouge TV? L'œuvre est très importante. Oui. D'abord, ça nous demande de rester en Afrique, d'être nous-mêmes, de travailler. Parce que quand vous voyez la dernière phrase de ce roman, je parle de cultiver son jardin. Que chacun cultive son jardin. Cultiver, c'est quoi? C'est travailler. Or, aujourd'hui, nous voyons, c'est une impression, je peux me tromper, des jeunes qui attendent que la réussite tombe du ciel, ou l'argent tombe du ciel, ou le travail tombe du ciel. C'est l'homme qui crée
Donc, il faut travailler. On a besoin de gens pour réécrire notre histoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Un Africain ne peut pas dire qu'il est à la retraite. Un jeune Africain ne peut pas dire qu'il est au chômage. Il y a beaucoup de choses à faire. Prenons un exemple ici en Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien quitte la Côte d'Ivoire pour aller en Europe, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il y a tout ici. Il y en a. Tous les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire, ils viennent s'enrichir ici. Ils viennent le même jour, ils commencent à vendre, c'est pas même de Kleenex. Au bout de 2 mois, il a déjà, c'est pas une table pour vendre du café. Et après, il a un kiosque à journaux ou bien à fleurs, un autre jour. Bon, c'est comme ça, on va. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un ami, c'est un écrivain aussi ivoirien qui me dit, mais il y a toujours des choses à faire ici. Un Africain, quand il te dit, oui, mais je suis occupé, il est devant la télévision, ou bien en train de discuter de la politique et tout autre. C'est le travail qui ennoblit un pays, un continent. Sans le travail, cet espoir dont je parle ne va jamais se réaliser. Et on espère que l'espoir pourra se réaliser. Oui. C'est pourquoi j'insiste sur le travail à la fin du roman. Pour que cet espoir plutôt soit au sud, il faut qu'on travaille. Et c'est le travail c'est le travail qui engendre la réussite. Tout à fait. Tous les pays qui se sont développés, c'est à partir du travail. En commençant d'abord par le travail scolaire, par les études. Parce que celui qui triche à l'école va tricher au travail et va détruire le pays. Parce qu'un tricheur, c'est un voleur. Un voleur n'a pas de place dans notre société. Commençons par le travail scolaire. Apprendre à travailler sans tricher. Effectivement, la tricherie, le vol n'a pas de place dans notre société. Non. Ce qui a de la place actuellement ici dans notre présentation, ce sont les portées de votre œuvre. Et on débute avec les portées littéraires, comment l'œuvre est écrite, quelles sont les formes d'écriture que vous utilisez pour transmettre un message? Bon, tout à l'heure, j'ai dit, je fais surtout des descriptions. Il y a la description, mais il y a la narration. C'est-à-dire les descriptions se trouvent dans la narration. Au fur et à mesure que j'avance avec le récit, il y a des descriptions dans le récit. Et il y a aussi des africanismes, quelque part, des mots africains. Parce qu'en tant qu'Africain, il faut vendre cette Afrique-là à travers le style. Le style est simple. La lecture est très facile. Il y a des proverbes, il y a des africanismes, comme j'ai dit, des mots africains qui sont là, mais surtout la description. J'utilise un peu presque toutes les techniques d'écriture, mais surtout j'insiste sur la description, les détails. Les détails. Il y a tout, il y a la poésie dedans. Et lui, il est en Europe, il dit aux gens que l'Afrique est un paradis. Mais c'est un paradis, il faut revenir vivre dans le paradis. Et ça, je fais un poème. Donc c'est ce mélange de tout. C'est une façon pour vous de répondre en fait à cette question que les gens se posent, de savoir pourquoi on va vendre l'idéologie des étrangers alors que chez nous, il y a déjà le bonheur. Voilà. Oui. Et aussi, les détails sont vraiment importants en ce qui vous concerne, parce que quand on lit l'œuvre, on part jusqu'à pendant leur voyage au niveau de la Mauritanie. Voilà, au niveau de la Mauritanie. Quand ils étaient sur la mer également, il y avait cette petite discussion entre ces tranches d'âge. Oui. Je voulais montrer que c'est tout le monde qui est concerné, même les deux sexes. Il y avait ces vieillards qui disaient que, bon, lui n'a rien à faire, sa vie est derrière lui, mais bon, mais qu'est-ce que tu vas faire en Europe? On a besoin de sages en Afrique. Quand on finit de travailler, on transmet ces savoirs-là à la génération montante. La femme enceinte également à la femme enceinte qui voulait accoucher en Europe pour que son enfant ait la nationalité française. Et pour faire quoi? C'est pas la nationalité qui change quelqu'un. On ne peut pas réussir à travers la nationalité.
Sinon, les Nord-Américains seraient tous riches aux États-Unis. Ce n'est pas la nationalité, c'est le travail. Partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Amérique ou bien en Europe, c'est le travail. Celui qui travaille réussit. Et après, c'est un peu dramatique de constater que, parce que quand on lit, on essaye de se familiariser à ces personnages et quelques temps après, on constate qu'ils ne sont plus, ils périssent voilà, dans ce voyage. Et Mickey est sauvé à l'extérieur. Mickey est sauvé parce qu'il fallait servir de modèle. Il fallait sauver Mickey, le faire revenir dans son village et montrer comment on peut réussir tout en étant en Afrique. La valeur d'un homme ne dépend pas de ses moyens. La valeur d'un homme ne dépend pas de sa richesse. La vraie richesse d'un homme, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est important. Et souvent, je suis surpris quand les gens me voient, ils me disent, mais c'est vous, monsieur Mukendi? Et pour faire rire, je dis, mais vous voulez que je sois comment? Et je comprends ce qu'ils veulent dire. Parce que pour eux, monsieur Mukendi, c'est quelqu'un qui a une belle voiture, qui est en cravate. Non. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je transmets aux autres. Ce que je laisse à l'humanité. Et chaque personne doit chercher quelque chose à laisser à la postérité. Doit laisser des traces. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est ça qu'il s'agit. On continue, on ira cette fois avec une portée didactique de l'œuvre. Très rapidement, on va s'axer là-dessus. Comment ou en quoi l'œuvre Duc apporte une touche particulière à tous ces élèves, tous ces étudiants qui feuilleteront. Bon, alors il y a plusieurs éléments. Alors, en ce qui concerne les étudiants, il y a d'abord l'amour du prochain, parce qu'il faut d'abord commencer par aimer la personne avant de la servir. Je prends l'exemple de la famille, cette famille de Cortez, qui a récupéré un orphelin. Il y a d'abord ça. Il y a maintenant le travail. Qui revient toujours. Travail. C'est le socle de tout développement. Le travail. C'est lui qui tourne dos au travail, tourne dos à la prospérité, à la richesse, au bien-être. Le travail. C'est tout. Le travail, c'est que le travail qui paye, c'est que le travail qui prime, c'est le travail qui renforce, qui consolide et qui développe. C'est le travail qui fait respecter même une nation. Effectivement. C'est vrai, la justice élève une nation, mais le travail donne des fondements à la nation et fait respecter cette nation-là. D'accord. Madame, Monsieur, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, de notre échange avec l'auteur, M. Jean-Pierre Mukendi. Mais avant d'y arriver, nous allons passer aux questions qui sont posées par ces internautes, ces personnes qui nous suivent. On va débuter rapidement avec la question de Kouman Christian qui demande ceci, il vous pose la question, est-ce que les gouvernants ont un rôle à jouer dans le but de stopper ce phénomène qui est la migration clandestine? Le travail de l'État ou bien du gouvernement, c'est de sensibiliser. On ne peut pas mettre la corde au cou de la personne. Et après, pour ajouter, après le gouvernement, il y a aussi les parents. Oui. Le rôle des parents. Les parents doivent parler à leurs enfants. Or, ce sont des parents qui leur donnent l'argent pour qu'ils aillent en Europe. Donc, c'est un problème. Chacun a sa part de responsabilité. Le gouvernement, les parents, la société elle-même. La société elle-même et les enfants aussi. D'accord. La seconde question est posée par Judith Cissé qui vous demande ceci. Est-ce que vous relatez une histoire vécue? L'écrivain peut partir d'un fait historique, d'un événement réel pour créer une œuvre littéraire. C'est-à-dire, comme on l'a dit, d'un fait historique à la création littéraire. Bon, je n'ai pas vécu cela, mais il fallait un roman pour sensibiliser les gens, parce que c'est la part aussi, c'est notre
responsabilité. Pas de responsabilité, parce qu'on dit que l'écrivain est un témoin de son époque. Je suis témoin de mon époque et il fallait que je dénonce ce qui ne va pas, que j'appuie ce qui va, et que en tant que prophète, parce qu'un écrivain c'est un prophète aussi, que je puisse prédire ce qui se passera si on continue à aller vers l'Europe, et prédire aussi les biens si on reste en Afrique. Par exemple, l'espoir, pour moi, c'est un rêve. Monsieur Mukandi, vous l'aurez constaté, nous sommes pratiquement aux dernières feuilles de notre lecture et cette émission va se refermer tout à l'heure, mais avant cela, on aimerait prendre le dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de ces personnes qui nous suivent sur Planet School TV, histoire de leur faire comprendre rapidement votre roman? D'accord. Je voudrais d'abord leur dire ceci, que nous avons tout en Afrique. Que l'Africain, c'est l'homme le plus riche. Parce que quand on voit ce qui l'entoure, la flore, la faune, la jeunesse même de la population. Mais ce qui nous manque, c'est le travail. Nous voulons la facilité. Et nous sommes superficiels. On ne fait jamais quelque chose. On ne prend rien au sérieux. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est superficiel. Effectivement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mukandi. Merci vous avez beaucoup. parlé de réflexe, mais on vous habitue à notre premier réflexe qui est de nous dédicacer votre roman rapidement pour permettre à toute cette équipe de Planet School de pouvoir eux aussi passer à la lecture et puis aussi comprendre et aussi eux leur permettre de savoir et puis de comprendre ce qu'il faut savoir de cet espoir-là que vous mettez en évidence. Vous allez lire rapidement. Ok. Alors, à Planet School TV, c'est TV ou bien TV? TV. Non. Lire, c'est vivre, car tous les secrets de la vie sont dans les livres. Mes amitiés, Jean-Pierre Mukendi. Merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà, merci pour cette dédicace. Et madame, monsieur, ce numéro du Café littéraire tire à sa fin. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir entretenu pendant tout cet instant. Je tiens à dire merci à l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Vous nous retrouverez sur nos différentes lucarnes www.planetschoolmagazine.net et aussi sur nos réseaux sociaux. Avant de se quitter, retenons ceci qui ressort de l'œuvre de notre auteur. Il faut savoir ce que l'on veut de la vie pour penser à ce que l'on va devenir. Gardez cela en tête car le travail profite à tous. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Planet School TV.